Salut tout le monde et bienvenue pour la dernière vidéo, enfin en tout cas officiellement, de Booktube et la blogo en short, donc l'événement que j'organise avec 10 autres blogueurs et booktubeurs à l'occasion de lire en short. Alors voilà, je me suis encore une fois mis dehors parce qu'il fait beau, même s'il y a du vent et que j'espère que ça ne va pas altérer le son, pour vous tourner cette vidéo. Alors d'abord, bon, je tourne la vidéo avant l'événement, mais je tiens quand même, comme c'est la dernière vidéo, à dire merci à tous ceux qui nous ont suivis. Avant même que la fête ne commence, vous étiez déjà presque 800. Donc voilà, là, à l'heure où je tourne cette vidéo, vous êtes déjà presque 800 à nous suivre sur Facebook. Il y a beaucoup de commentaires, de j'aime, d'échanges et vraiment, enfin, nous, ça nous fait super plaisir et voilà, je suis super content que ce projet qui me tient beaucoup à cœur, qui en est donc à sa première édition, comme lire en short, ait tant de succès. Donc, ainsi que, et merci aussi, tant que j'y suis, à tous les éditeurs qui nous soutiennent et au CNL. Et voilà, et puis bien sûr merci à tous mes acolytes qui m'ont aidé à porter ce projet. Je suis super content que ça, comment on dit, ça en est venu jusqu'au bout, quoi. et donc voilà, aujourd'hui, la première fois je vous avais parlé, donc il y a 2 semaines, de l'imaginaire, des histoires, des contes, tout ça. Et aujourd'hui, donc, thème très très large, j'ai envie de vous présenter trois livres, bon il y en a un peu plus, mais enfin en gros c'est trois présentations autour du thème de l'adolescence, donc de façon assez large en fait, mais voilà. Donc on va commencer tout de suite avec la présentation de ces 3 livres et des lectures d'extraits. Je commence avec Une saison avec Jane Esther de Shane Kassim, paru chez l'École des loisirs. Alors c'est un livre dont je n'ai pas beaucoup parlé, c'est un livre dont on n'a pas beaucoup entendu parler, c'est aussi pour ça que j'en profite pour en parler. Alors voilà, c'est l'histoire de, comment elle s'appelle, Eden, qui vit dans une petite ville, qui va dans une petite ville près du fleuve du Mississippi et qui veut écrire de la poésie et qui est admirative d'une jeune poète qui s'appelle Jane Esther, qui est une amie de sa tante en fait, chez qui elle est en vacances. Et voilà, donc ça va être en fait cet été qu'elle passe là avec sa tante Jane Esther, les amis de ces deux-là, un jeune garçon, et donc ça va être la découverte de plein de choses. Donc elle grandit un peu, elle tombe amoureuse, ou en tout cas elle va vivre des histoires avec un ou des garçons, je sais plus vraiment. Et elle va essayer de chercher à écrire, comprendre d'où vient l'aspiration, comment on peut écrire, comment on peut puiser dans notre vie pour écrire sans que ce soit anodin, sans que ce soit banal, sans que ce soit inintéressant. C'est un roman très profond que dès que je l'ai fini, j'avais envie de le relire parce que j'avais l'impression d'être passé à côté de la moitié du roman, tellement il y a de choses. Et voilà, c'est très bien écrit, une écriture très riche et le roman il se lit tout seul. Enfin, je vous invite vraiment à le lire. Et je vais vous lire un extrait pour vous faire découvrir le style de l'auteur, en espérant trouver un extrait qui conviendra pour vous faire découvrir ce style. Donc j'ai essayé de vous trouver un extrait qui ne spoile pas trop. Voilà, je pense pas que ça spoil. Je vais découvrir en même temps que vous en fait. J'avais passé une après-midi enrichissante, moins plaisante que ce que je croyais. L'attention de Jane Esther avait fui à plusieurs reprises. Nous avions beau partager la même table, son esprit s'était absenté de longs moments, et j'étais resté seul. Pendant ces interminables minutes, j'ignorais si elle pensait à Edna ou à son écriture tarie. Je ne savais pas si je devais parler ou me taire. Si ces instants m'avaient oppressé, la conversation avait toujours fini par reprendre, comme si elle n'avait jamais connu de blanc. Jane Esther m'avait immensément fait plaisir en me confiant qu'elle avait aimé mon poème « La nuit je rêve que ma mère me lit ». J'avais alors perçu le souvenir qu'elle gardait de ma mère, mais comme si j'étais myope, comme si la photo était floue et sa vision intérieure m'avait rendu jalouse de cette remémoration que nous ne pouvions partager. Ces impressions furtives ne me quittaient pas. Mon carnet était ouvert sur mes genoux, je n'écrivais rien, je m'accrochais à mes objets familiers pour poser un œil neuf sur eux en quelque sorte. Vase au citron frais, portrait de Wallace Stevens, photo de mes parents, robe suspendue, fauteuil rose, lampadaire jaune, ai-je énoncé. Repensant au conseil de Jane Esther qui invitait à analyser ce qu'on éprouve comme matériel à exploiter, plutôt que de gribouiller ses sentiments, je l'ai revue, concentrée, s'efforçant d'être précise dans son explication. Selon Jane Esther, ai-je noté, tout doit servir, à condition d'observer à la façon d'un scientifique avec son microscope, au lieu de jeter des émotions éparses sur la feuille, ce qui revient à du bavardage. Il ne s'agit pas de combler le blanc du papier, mais de combler ses propres blancs, l'ignorance de soi donc, du monde intérieur,
Ensuite seulement, on peut envisager de transmuer nos sensations examinées à la loupe en poème. Les yeux fermés, pour revoir mes objets familiers à la façon décousue d'un rêve, j'ai réfléchi à la chaîne qu'il pourrait former. Au lieu de simples mots, ils s'alignaient pour constituer un genre de phrase. Mais ce qui était surprenant, c'était que je perdais le fil de mes pensées car d'autres mots saugrenus se présentaient. Ils s'ajoutaient, se retiraient, revenaient jusqu'à me donner une hypothèse, une idée. J'ai griffonné ce que j'en comprenais sur mon carnet. Prononcer les mots vase au citron frais, portrait de Wallace Stevens, photo de mes parents, robe suspendue, fauteuil rose, lampadaire jaune, à haute voix m'apaise. C'est en quelque sorte égrener un chapelet tout juste inventé, réciter une prière profane. Nommant ce qui m'entoure, je vérifie dans un second temps la construction de mon monde, si les fondations sont solides ou si quelques failles méritent d'être réparées. Je suis attentive à la moindre éraflure, à la façon dont on s'assure 2 fois de suite lorsqu'on est angoissé que la lumière est bien éteinte avant de sortir. Je me demande si en faisant cela, on ne cherche pas ce qui nous manque pour que notre univers soit parfaitement en place. Ce qui nous manque. Ce qui nous manque. Ce qui nous manque. Il me manque les livres de Jane Eyre, me suis-je exclamé. J'ai bondi vers l'étagère vide. Je le savais, ai-je constaté horrifié. Quelque chose a disparu de mon monde. Je m'arrête là. Voilà, donc comme vous voyez, c'est un extrait qui montre bien la profondeur du livre et le style. Après, il ne faut pas s'arrêter à ça, c'est pas tout le temps ça, pas du tout. C'est aussi une histoire vraiment passionnante et très touchante sur l'adolescence, sur grandir, sur l'écriture, sur les livres. Donc voilà, pour le coup, ça fait un peu lien avec ma première vidéo. Et je vous invite encore une fois, je répète tout le temps la même chose, mais lisez-le, lisez-le, lisez-le. Le deuxième roman que j'ai envie de vous présenter, c'est Qui es-tu Alaska de John Green. Alors, donc... En fait, je vous ai juste emmené plusieurs éditions. J'en ai oublié une, la Scripto, mais moi en fait, je l'ai lu donc dans cette édition-là qui est chez Pôle Fiction, chez Gallimard Jeunesse. Je tenais quand même à vous montrer la dédicace. J'ai fait 1h30 de queue pour l'avoir. Vous le trouvez chez Scripto, donc là, je crois que je l'avais pas ici en fait. Donc je vous ai juste pris celle-ci. D'ailleurs, si vous la trouvez en bouquinerie, celle-ci, mais sautez sur l'occasion, elle est magnifique. Elle est très fragile, mais elle est magnifique. En plus, c'est du collector. Vraiment, parce qu'on la trouve presque plus. Donc voilà, c'est chez Scripto. Et ils viennent récemment de sortir la version collector donc de Qui es-tu Alaska en hardback avec des bonus exclusifs donc pour les 10 ans. Voilà, voilà. Bon, moi, la mienne, elle est déchirée. Ma vie est foutu, mon livre est déchiré, je pleure, je pleure, je pleure. À Qui es-tu Alaska, c'est l'histoire de Miles, ce jeune garçon, ce jeune homme qui décide à la fin de ses études, du lycée, de partir étudier dans un pensionnat, donc une pension que son père a faite, et lui il a envie d'y aller pour s'émanciper un peu de ses parents, de sa vie de famille, et vivre seul et découvrir un peu la vie. En soi, c'est ça. Et donc Miles, ce personnage vraiment très attachant, enfin moi je le trouve vraiment très attachant. Là-bas, il va rencontrer donc des amis, le colonel notamment, mais aussi Alaska, cette jeune fille qui va beaucoup l'intriguer et dont il va d'une certaine façon tomber amoureux, mais en fait, il se fait un peu une idée de Alaska et pour lui, c'est un peu un mystère qui va tenter de percer à jour. Alors d'une part, on a l'écriture de John Green qui est drôle, fluide, mais aussi riche et vraiment émouvante. D'autre part, il y a une construction très intéressante avec un avant et un après, donc un décompte, je sais plus combien, 200 jours avant, 199, etc. Et ensuite le après. Et on a des personnages vraiment très attachants et une vision sur l'adolescence qui, comme dans tous ces autres romans, n'est jamais hautaine, mais toujours très juste et très touchante. Je vous mettrai le lien de ma chronique en barre d'infos et de toute façon, vous avez déjà dû en entendre beaucoup parler, mais je vous invite très fortement à découvrir Qui es-tu Alaska. Moi je l'avais lu sur la plage l'été dernier, je l'avais avalé en 2 jours même pas. C'était compulsif quoi, et enfin je sais pas, c'est un roman qui m'a beaucoup marqué et c'est pour ça qu'il faut absolument que vous le lisiez. Et donc je vais vous en lire un extrait. Je pense que je vais vous lire le début. Bon, je vais vous lire en fait la fin du prologue, donc, qui est en fait 136 jours avant. Et là, il va partir, enfin il a fini ses études, le lycée, donc il fait une petite fête. Et enfin sa mère lui organise une fête, sauf que la fête c'est un peu un désastre et donc on est là. Pire que la fête où personne ne vient, il y a la fête où ne se pointent que les 2 personnes les plus ennuyeuses de la Terre.
Ils sont partis, et je suis resté sur le canapé avec mes parents, les yeux rivés sur l'écran noir de la télé, mourant d'envie de l'allumer, mais sachant que je ne devais pas. J'ai senti leur regard posé sur moi. Ils s'attendaient sans doute... Ils s'attendaient sans doute à ce que je fonde en larmes ou quelque chose du même ordre, comme si je n'avais pas pensé depuis le début que ça se passerait comme ça. Je n'en avais pas douté une seconde. Ils devaient me plaindre en plongeant leurs chips dans la sauce artichaut initialement prévue pour mes copains imaginaires. Mais ils étaient plus à plaindre que je ne l'étais. Je n'étais pas déçu, mes attentes avaient été comblées. « C'est pour ça que tu veux partir, Miles ?» a demandé ma mère. J'ai réfléchi quelques instants, en m'efforçant de ne pas la regarder. « Non », ai-je répondu. « Alors c'est pourquoi ?» a-t-elle insisté. Ce n'était pas la première fois qu'elle posait des questions. Maman n'était pas particulièrement emballée à l'idée de me laisser partir en pension et n'en faisait pas mystère. « C'est à cause de moi ?» a demandé papa. Il avait fait ses études à Culver Creek, le fameux pensionnat où j'allais, comme ses deux frères et tous leurs enfants. L'idée que je marche dans ses pas n'était pas pour lui déplaire. Mes oncles m'avaient raconté qu'il s'y était taillé une sacrée réputation en conjuguant réussite dans toutes les matières et chahut monumental. La vie y semblait plus intéressante qu'en Floride. Mais non, ça n'avait rien à voir avec papa. Enfin, pas tout à fait. « Ne bougez pas », ai-je dit. Je suis allé dans son bureau prendre la biographie de François Rabelais. J'adorais les biographies d'auteurs, même si, comme c'était le cas avec Rabelais, je n'avais jamais lu aucune de leurs œuvres. J'ai feuilleté les dernières pages à la recherche de la citation soulignée. « Je t'interdis de souligner mes livres », m'avait-il recommandé des centaines de fois. Mais comment trouver ce qu'on cherche autrement? Donc ce type, ai-je dit de la porte du salon, François Rabelais, le poète, a dit sur son lit de mort « Je pars en quête d'un grand peut-être. » Voilà ma raison. Je ne veux pas attendre d'être mort pour partir en quête d'un grand peut-être. Et ils ne m'ont plus posé de questions. J'étais en quête d'un grand peut-être, et tous deux savaient aussi bien que moi que ce n'était pas au contact des semblables de Will et de Marie que je le trouverais. Je suis retourné m'asseoir sur le canapé entre mon père et ma mère. Papa a posé son bras autour de mes épaules, et on est resté comme ça, sans rien dire, pendant un long moment, jusqu'à ce que personne ne voit plus d'inconvénient à ce qu'on allume la télé. Alors on a mangé des chips à la sauce artichaut en regardant la chaîne historique, et au palmarès des fêtes d'adieu, celle-ci n'était certainement pas la pire. Donc voilà, cette fois-ci, on est dans un roman donc de la découverte, encore plus qu'une saison avec Jane Esther. Donc on passe bien sûr par la découverte de la drogue, de l'alcool, du sexe, de l'amitié, de l'amour, enfin de toutes ces choses qu'on peut découvrir, pas forcément, hein, mais qu'on peut découvrir à l'adolescence, mais aussi jusqu'à la découverte de soi, la découverte des autres. Et voilà, c'est très juste et très touchant. Et donc avec les derniers livres, parce qu'il y en a 3 en fait en un seul, que je vais vous présenter, sont encore plus jeunesse, et même plus jeunesse que... On est donc avec des livres plus jeunesse que Qui es-tu Alaska, peut-être plus qu'une saison avec Jane Esther, enfin en tout cas ils peuvent se lire plus tôt, dès disons 10-11 ans, et jusque qui veut les lire. Et donc il s'agit de la série Le Cœur en Braille, de Pascal Ruyter, paru chez Didier Jeunesse. Donc on a Le Cœur en Braille, le premier tome en fait. Ensuite on a Le Cœur en Braille 3 ans avant, qui s'appelait avant Du Bonheur à l'envers. Et on a le dernier, Le Cœur en Braille 4 ans après. Donc voilà, Le Cœur en Braille. Alors on commence avec, donc on commence d'une certaine façon le premier tome. Après ça peut se lire dans l'ordre qu'on veut, franchement. Moi je vous conseille quand même de les lire dans l'ordre dans lequel ils sont parus. Donc le premier, Victor, qui a 11 ans, si je ne me trompe pas. Bon, ça doit être ça, oui, il doit avoir 11 ans. Ouais, ben 11 ans, oui, logique. Et donc il est un peu cancre, enfin en tout cas il est paresseux, même si il est un peu bête, mais pas tellement, enfin... Et c'est un garçon très sensible qui porte sur le monde un regard vraiment touchant. C'est donc l'histoire d'abord de la relation avec son père, puisque sa mère en fait est partie, aussi de ses amitiés, et Marie-Madeleine qui est au collège et dont il va en fait petit à petit tomber amoureux. Mais enfin ça vous en doutez, mais c'est une jeune violoncelliste, est-ce que ça se dit? Ouais, violoncelliste. Et il va l'aider à traverser une épreuve pour elle. Je peux pas trop
trop vous... Enfin, en fait, je sais plus si on l'apprend rapidement ou pas. Parce que je me suis pas vraiment remis dedans. Mais voilà, donc il va devoir... il va l'aider à traverser une épreuve, mais elle va l'aider pour les cours. Et donc ils vont soutenir l'un l'autre, nouer une amitié qui va aller jusqu'à l'histoire d'amour. Et voilà, donc on a celui-ci, donc 3 ans avant. Cette fois-ci, on a sa mère qui est là, mais aussi son oncle Zach qui va se pointer et venir mettre un bazar pas possible dans leur vie. Sa tante Étoile, qui est autiste, le mot m'avait échappé. Il y a sa voisine Julie, il y a son père, et donc voilà, là c'est principalement sur son histoire de famille et comment sa famille va totalement voler en éclats, mais dans une aventure quotidienne totalement folle, déjantée et amusante. Et 4 ans après, on retrouve tous les personnages des 2 tomes. Vraiment, il y a tout le monde qui réapparaît, qui revient dans sa vie. Et alors là, donc Victor vient de passer le bac et c'est l'été. Et voilà, c'est parfait pour lire en short, pour l'été. C'est parfait. Et on a d'une part une actrice qui le fait étrangement penser à sa mère et qui va faire rentrer dans sa vie. Et ils vont essayer avec son père de refonder une famille, sachant que je ne vais pas vous le dire, mais que ça va être très difficile. Et d'autre part, Marie-Josée, je sais pas si je vous ai déjà... Je crois que je vous ai pas dit son nom en fait. Bon, je sais plus. Marie-Josée, donc, qui essaye de le presser pour totalement autre chose. Et donc voilà, c'est encore une fois ces histoires d'amour, d'amitié, de famille, là, tout qui fait un feu d'artifice final où tout le monde revient. Et voilà, donc pour mon avis sur la série, c'est vraiment une série très très bien écrite, avec un style très riche mais très imagé. Toujours, Pascal Ruther trouve toujours plein d'images un peu insolites, très amusantes et très touchantes pour décrire la vie, les sentiments, les relations entre les personnages. Et du coup ça donne vraiment, on sent le regard de Victor qui est très sensible, qui est très, très juste sur le monde. Et c'est vraiment touchant de voir presque cette naïveté et cette émotion se porter sur les choses qui l'entourent. Et on a des personnages hauts en couleur, vraiment bien dessinés, tout en délicatesse, qui portent cette série sur les 3 tomes. Voilà, donc moi je vous conseille vraiment de les lire, parce que là on découvre les personnages. 3 ans avant, on comprend un peu mieux l'histoire de famille de Victor, on comprend un peu mieux pourquoi il est comme ça. Il y a des clins d'œil, il y a des choses qui se passent entre les 2 tomes. Et sur 4 ans après, voilà, bon, il reste encore des trucs, parce qu'il faut que je note des citations, mais celui-ci m'a vraiment... Enfin, c'est un vrai coup de cœur. Je l'ai dévoré et enfin, je sais pas, je trouve que c'est Pascal Ruther. Je trouve que c'est vraiment Pascal Ruther et Didier Jeunesse à son apogée, mais à leur apogée. Mais voilà, il m'a vraiment beaucoup touché. Et au début, c'est un peu gros de voir tous les personnages revenir, tous les clins d'œil aux autres tomes qui, comme par hasard, se viennent à ce moment-là. Et ensuite, on se prend vraiment au jeu. Et c'est ravissant juste de retrouver tous ces personnages et de retrouver tous ces clins d'œil aux autres tomes et de voir le personnage de Victor grandir encore. Et tout sonne vraiment juste, c'est déjanté, c'est insolite, c'est presque n'importe quoi, mais c'est vraiment drôle, c'est vraiment touchant et c'est vraiment très juste. Je pense que je me suis beaucoup répété, c'est parce que j'ai du mal à mettre les mots sur cette série qui vaut vraiment le coup, notamment son dernier tome. Voilà, donc je vais vous lire un extrait en espérant trouver un extrait à la hauteur du style de Pascal Ruther. Voilà, j'ai pris un extrait du tome 2, 3 ans avant. Bon là c'est du bonheur à l'envers. Je me suis mis en pyjama et ensuite j'ai rejoint maman au salon. Elle lisait des catalogues qui montraient des salles de bain spacieuses et modernes comme des aéroports. C'était son idée fixe depuis quelques semaines, la salle de bain. Je me suis blotti à côté d'elle. J'entrais dans son auréole de chaleur et d'affection, comme quand on s'approche d'un feu de cheminée. « Il est où papa ?» ai-je demandé. « À son puzzle, où veux-tu qu'il soit ?»« Dis-moi maman, c'est vrai qu'avant leur arrivée, les voisins ont perdu une fille à cause d'une rupture d'anémone ?» Maman a souri. « Vrisme, elle a rectifié. »« Oui, je crois que c'est vrai. »« Vrisme quoi ?»« Anévrisme, rupture d'anévrisme. Un petit quelque chose qui cède dans le cerveau. Et hop, plus rien. »
D'un coup, sans prévenir, sans même qu'on puisse se préparer. Elle a étendu son bras autour de mes épaules et a déposé un baiser fugace sur mon front. Sans prévenir, mais c'est très rare. Et ensuite, maman, on va où? La fille des voisins, par exemple, elle est où? Elle s'est un peu reculée pour me considérer dans mon ensemble. Elle a déployé ses doigts dans les airs comme pour imiter un petit papillon. Où on va? Je ne sais pas. Personne ne sait. On est ailleurs, loin ou proche. C'est selon ta petite philosophie. J'ai essayé de me tenir droit pour faire honneur à l'élévation spirituelle qui régnait. Tiens, a dit maman d'un air joyeux. Tu préfères celle-là ou celle-là? Elle m'étalait sous les yeux des salles de bain magnifiques et vaporeuses comme des palais orientaux. Moi, ce que j'aime, elle a ajouté, c'est ça. Elle a écrasé son doigt sur la photo d'une salle de bain dont les murs étaient couverts de carreaux de faïence représentant d'élégants flamants roses, juchés sur une patte, et qui semblaient sourire d'un air prétentieux. Et ça, là c'était des cabinets de compétition fixés au mur et qui tenaient en l'air comme par magie. On a entendu papa descendre les escaliers à toute allure. Il a déboulé dans le salon gonflé à bloc. Vous savez quoi? J'ai terminé les bords. Fini. Il n'y a plus qu'à remplir. Ça va être long, mais... Il a marqué une pause solennelle avant de reprendre un index levé par le plafond. La lenteur du caméléon ne l'empêche pas d'atteindre son but. Bravo papa, j'ai dit, je suis fier de toi. Un bout de sa chemise était sorti de son pantalon et les lacets de sa chaussure droite, défaits, traînaient sur le sol comme deux petits serpents. J'y retourne immédiatement, a dit papa. Ensuite, je suis monté dans ma chambre et j'ai regardé par la fenêtre. Chez les voisins, c'était comme un grand puits noir avec seulement une lueur jaune toute faible derrière un rideau du deuxième étage. C'était une maison immobile, en dehors de la vie et toute sur la défensive, comme en deuil à cause des anémones. Les arbres balançaient de grandes ombres calmes derrière lesquelles la lune pâle et solitaire clignotait par intermittence. J'ai pensé à tout cet amas de petites choses qui faisaient ma vie. Les ambitions démesurées de maman à mon encontre, les proverbes de papa, son mystérieux puzzle et sa façon d'être ailleurs, les flamants roses et le cabinet en l'air de maman, la distinction musicale de Monsieur R, le spectacle théâtral de Mademoiselle Bonjour, la salle de boxe de Monsieur Alfred, chez qui on venait autant apprendre la vie que la boxe. Plus tard, maman est partie se coucher. Papa, lui, devait encore être dans son bureau car je l'entendais farfouiller dans le sac de pièces. J'ai descendu les escaliers sur la pointe des pieds et je me suis retrouvé dans le jardin. Dans le noir, j'ai tendu les bras au hasard, j'ai tiré sur une branche puis sur une autre, ça faisait un doux frottement dans l'obscurité. Je suis remonté dans ma chambre comme une torpille avec des bracelets de verre dans les bras et j'étais vraiment content, car pour mon costume, c'était impec. Et tant pis pour la nature végétale. J'avais tout le week-end pour tresser cette verdure et lundi, que je serai beau. Donc du coup, pour ces romans, on est plus sur l'enfance que l'adolescence, enfin en tout cas pour ce tome-ci, mais le tome qui est vraiment sur l'adolescence, c'est le dernier, donc 4 ans après, et je vous invite à lire absolument cette série de livres chez Didier Jeunesse. J'espère donc que cette vidéo vous a plu et que ces romans vous tentent et que je vous ai donné envie de les acheter, de les lire, tout ça. Et j'espère aussi que l'événement vous a plu. Donc du coup je vous dis à très bientôt sur la page Facebook de l'événement pour de dernières surprises, mais aussi sur le Twitter, sur nos blogs, nos chaînes, et ça va encore continuer un peu, mais en tout cas on se redit à bientôt sur la chaîne et à l'année prochaine pour sans doute une deuxième édition de l'événement. Salut tout le monde!